Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet et mes premiers résultats de mon stage postdoctoral que j'ai effectué à l'Université Laval sous la supervision de Najat Berry. Je vais aussi présenter des données que j'ai accumulées au cours de ma thèse que j'ai réalisée en sciences de l'environnement à l'UQAM. La région que j'étudie, que j'ai étudié au cours de ma thèse, c'était la côte du Labrador, plus spécifiquement le Nunavut. Pour mon projet postdoctoral, je m'intéresse plutôt à la région du Détroit-du-Tucson et de la baie d'Ungava au Nunavik. Ces régions ont en commun d'avoir observé une augmentation des températures assez marquée à la fois en été et en hiver au cours des dernières décennies, qui a amené une diminution du couvert de glace de mer aussi important au cours des dernières décennies. Par contre, la période de données instrumentales, elle remonte seulement à 70 à 80 ans. Donc, je m'intéresse à aller chercher davantage de données historiques sur le climat de ces régions. Pour avoir des données climatiques historiques, on peut utiliser la climatologie historique qui va référer aux archives des sociétés ou à la paléoclimatologie qui va plutôt référer aux archives de la nature. Dans les deux cas, en fait, on poursuit le même objectif qui est d'avoir des données sur les climats du passé. Donc, en m'intéressant à la climatologie historique, on peut aborder les perceptions du climat, donc à partir des sources écrites et orales. On peut avoir des récits météorologiques, donc qui vont venir présenter ces perceptions-là et aussi les impacts du climat sur les populations humaines. On peut aussi avoir des archives qui vont venir plutôt présenter des indicateurs climatiques qui vont mener à la construction d'indices climatiques, mais aussi avec des données quantitatives ou semi-quantitatives. Donc, une donnée semi-quantitative, ça pourrait être par exemple une date d'englacement ou de déglacement, des dates d'arrivée de doigts blanches, à titre d'exemple. Voici les données que j'ai utilisées au cours de ma thèse pour la région du Nunavut. Donc, on a les données instrumentales, donc particulièrement celles de la première année polaire internationale qui sont disponibles à partir de 1882 jusqu'à 1939. J'avais aussi accumulé quelques données qui sont plus discontinues au cours de la fin du 18e siècle et du 19e siècle. Ensuite, on a des données documentaires qui vont venir couvrir en fait les données manquantes qui ne sont pas couvertes par les sources instrumentales. Donc, surtout à partir des journaux des missionnaires morales, où j'ai pu extraire les couverts de glace de mer et la productivité des jardins aussi comme indicateur des conditions estivales. Ensuite, les sources discursives, c'est plutôt un ensemble de sources écrites qui peut être à la fois un récit de voyage, une biographie ou même la littérature de fiction qui est écrite par des auteurs qui ont séjourné au Nunavut et qui vont venir présenter des événements climatiques exceptionnels, donc qui vaut la peine d'être mentionnés dans leurs écrits. Les données instrumentales que je vous ai présentées dans l'inventaire sont présentées ici. On constate rapidement que les données les plus vieilles, donc celles de la fin du 18e siècle, mais ils semblent s'écarter un peu des moyennes actuelles qu'on a. Même chose pour celles d'Optea. Si on les rapporte avec la moyenne moderne, donc de 2005 à 2015, on constate qu'il y a une certaine disparité. Donc, il y a probablement des erreurs dans la prise de données instrumentales des données hivernales. Donc, ça peut arriver avec la gelée du mercure ou des instruments qui sont beaucoup moins sensibles au cours de l'hiver, notamment à cause du froid. On peut faire intervenir en fait les données documentaires à ce moment-là, donc quand les données instrumentales ne peuvent être utilisées. Donc ici, c'est les dates d'englacement pour représenter l'hiver, donc des déglacements hâtifs ou tardifs. On constate pour la période de 1830 à 1840 davantage d'englacements hâtifs. Même chose pour la période de 1880
autour de 1885, qui vient aussi être supporté par des données des sources discursives, donc avec un commentaire sur le climat qui va venir décrire une année exceptionnelle. Ici, c'est la période d'englacement qui est présentée, donc entre l'englacement et le déglacement, qui vient corréler ces deux périodes-là avec l'oscillation nord-atlantique hivernale, donc qui pourrait venir signaler là, donc, un refroidissement du climat qui est plutôt associé à un pattern là, qui a lieu dans l'Atlantique Nord. Si on regarde les données pour l'été, on a encore une fois les données instrumentales, donc comme on a vu, là, qui suivaient plutôt bien la moyenne moderne. Ensuite, on a les données estivales, donc les déglacements hâtifs ou tardifs, et finalement la productivité des potagers démissionnaires. Donc, ils vont eux-mêmes commenter comment a été les récoltes ces années-là. Ici, ce qu'on peut voir là, qui va se distinguer de l'hiver, donc davantage de variations, d'oscillations entre une période relativement plus froide ou relativement plus chaude. Donc, la période de 1830 qui a été identifiée au cours de l'hiver, mais des données qui semblent montrer des valeurs climatiques plus chaudes là, au cours de l'été. Ensuite, une période plus froide autour de 1860 et de nouveau des conditions climatiques et des déglacements hâtifs là, autour de 1870. Enfin, on a plutôt une période froide au début du 20e siècle et finalement là, le réchauffement soutenu qui arrive plutôt à partir de 1925 là, comme en hiver. Les données pour mon post-doctorat, donc sur le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava. Ici, je présente seulement les données documentaires et instrumentales parce que c'est celles qui sont disponibles pour le moment. Donc, on a un ensemble de données instrumentales qui débute à partir de 1920 et les données documentaires viennent compléter une période plus longue là, au cours du 19e siècle. Ces données instrumentales-là, elles proviennent de missions pour la découverte du passage du Nord-Ouest. Aussi, les données du lieutenant Gordon, c'est dans le cadre des activités de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et enfin, c'est d'Environnement Canada, quand même disponible à partir de 1927. Les matrices de corrélation ici, de corrélation de température ici, viennent soutenir en fait que les variations du climat là, semblent assez suivre, là, en fait, sont corrélés là, entre chacun des villages. Là, donc, une variation du climat là, qui pourrait apparaître similaire là, entre ces différents endroits. Les données documentaires, donc évidemment, il y a les journaux de la Compagnie de la baie d'Hudson. J'ai commencé l'extraction des données à Kanjik-Sutrak, donc le poste de Stupert Bay. Et voici quelques exemples là, des informations qu'on peut trouver au cours de ces données de ces commentaires là, qui sont faits quotidiennement. On a aussi des températures thermométriques qui sont prises au cours de l'hiver. Il y a plus que les températures, il y a aussi les précipitations, pluie et neige, direction et force des vents et couvert de glace de mer. On constate toutefois que il n'y a pas vraiment de corrélation entre neige et glace là, entre les différents villages, donc ce n'est pas possible d'avoir un indice commun pour l'ensemble de cette région. Rapidement, pour vous présenter les données de couvert de glace de mer, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement une association entre un englacement hâtif qui serait accompagné avec un englacement hâtif qui s'accompagnerait avec un déglacement tardif. Donc, il n'y a pas vraiment ce lien là, de cause à effet là, entre l'hiver et l'été. Les prochaines étapes, en fait, ce serait de compléter donc l'extraction des données du poste de traite de Kanjik-Sutrak afin de pouvoir construire un indice climatique en 7 points, qui est une méthode utilisée en climatologie historique, donc pour avoir une période là, de -3 à +3 pour donner un aperçu des variations du climat. Ensuite, ce serait d'intégrer les sources discursives en plus des entrevues avec des détenteurs de connaissances locaux. Aussi, il y aurait des données paléoclimatiques, là, donc de sédiments lacustres, qui permettraient d'étendre la période de données là, davantage dans le passé.
et enfin par une synthèse des données paléoclimatiques disponibles. Jusqu'à maintenant, en fait, on peut dire que les sources historiques ont permis de donner de l'information sur le climat et les conditions de glace au cours des 19e et 20e siècles. Elles ont permis une perspective saisonnière, ici l'été et l'hiver, mais idéalement avoir une perspective là, sur les 4 saisons, voire même mensuelle. Dans le futur aussi, j'aimerais pouvoir identifier la période d'accélération des changements climatiques, donc vraiment l'impact anthropique, là, à quel moment s'est fait sentir là, dans cette région, et aussi de pouvoir voir l'importance du climat dans les sources littéraires de cette région. Merci.